Bonjour Peggy, Bonjour Flore. merci de m'accorder aujourd'hui cette interview où on va parler de ce magnifique livre, Conscience animale, paru chez Mama Édition. Un livre particulièrement dédié à inviter le lecteur à changer le regard qu'il porte sur les animaux. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas? Oh, cette question de la présentation, je ne saurais y répondre convenablement. Alors, je ne sais pas si je suis humaine, puisque parfois je me sens très proche énergétiquement d'un arbre ou d'un animal. Bon, je me qualifie comme une enfant de la terre au service du vivant. Voilà. Waouh, Mhm. c'est beau. Peggy, peux-tu nous dire à qui s'adresse ce livre? Alors, il va s'adresser à toutes les personnes, bien entendu, qui se sentent proches de la nature, à toutes les personnes qui ne sont pas du tout proches de la nature et qui voudraient se rapprocher de leur propre nature et mieux se connaître. Parce que pour moi, la nature et les animaux sont vraiment à la source d'un développement personnel et d'un bien-être et d'un épanouissement personnel. Donc finalement, j'ai envie de dire, c'est pour tout le monde. Après, plus spécifiquement, toutes les personnes intéressées par cette communication avec le vivant et avec les animaux trouveront des clés et aussi des validations. Et toutes les personnes aussi hypersensibles qui se sentent qui ont des perceptions extrasensorielles ou l'impression de recevoir des messages ou toutes les personnes qui se sentent dérangées parfois par des lieux ou des personnes parce qu'elles ont une hypersensibilité, elles vont pouvoir se reconnaître dans ce livre-là et finalement trouver des clés pour expérimenter plus largement leurs compétences. Je dirais que ce livre s'adresse en fin de compte à tout le monde. Alors dans ce livre, tu nous fais rencontrer les animaux dans leur essence et que tu présentes vraiment comme des êtres inspirants. Il y a de nombreux cas pratiques comme par exemple les chiens, les animaux d'élevage ou les chiens d'aveugles, les chiens de SDF ou les chevaux de corrida, les animaux de laboratoire. Tu balayes énormément de cas pratiques. Tu donnes aussi quelques clés de base pour nous faire comprendre comment est-ce que tu te connectes aux animaux. Et tu vas parler aussi de sujets très profonds comme la mort et la maladie. Euh, la première partie du livre s'appelle « Pourquoi j'ai écrit ce livre ?» Alors, peux-tu nous expliquer pourquoi est-ce que c'était important pour toi aujourd'hui d'écrire ce livre? Oui. Eh bien, au départ, j'envisageais de faire un livre uniquement sur les animaux de rente. Et puis, lors d'un voyage au Brésil, j'ai eu des connexions donc assez profondes avec des êtres de lumière. Et un être en particulier a insisté pour que je fasse un livre un peu plus général, que j'ouvre en fait sur tous les animaux et aussi sur le sujet de la maladie, de la mort et de l'après-vie. Donc, j'ai dit OK et je me suis lancée. Voilà. Pour moi, c'était important aussi de démystifier certains sujets comme la maladie, la mort. Donc c'est un sujet que j'aborde beaucoup dans le livre, mais pas que, c'est-à-dire que comme je considère que les animaux sont vraiment des êtres de lumière eux aussi, en capacité de nous mettre en lien finalement avec un monde plus subtil et peut-être un monde invisible. Ils sont un petit peu comme un pont entre la terre et le ciel. J'avais envie d'être leur porte-parole et, et mon cheval aussi me l'a demandé. Et certains animaux m'ont demandé de mettre noir sur blanc certains messages pour faire prendre conscience à l'humain que l'animal avait aussi des choses à dire, des choses à faire et que nous avions aussi cette possibilité de co-créer ensemble, de faire des choses ensemble, de travailler ensemble. Donc l'animal étant bien plus qu'un outil ou même un simple animal de compagnie, il a énormément de profondeur et beaucoup de conscience. Alors la partie 2 du livre s'appelle De la nécessité de se relier à soi, à l'autre et au vivant, les clés d'un nouveau mode de communication. Aujourd'hui, on est dans une société, on est voilà, dans l'hyper-communication, tout le monde communique tout le temps sur tout, mais en même temps, on a l'impression qu'on est
de plus en plus éparpillés et que beaucoup de gens ont du mal à être centrés, à écouter peut-être leur voix intérieure. Est-ce que justement pour toi ce mode de communication-là, par la communication par télépathie, peut être vu aujourd'hui comme un outil ou peut-être une base pour une nouvelle façon d'interagir les uns avec les autres? Et est-ce que tout le monde peut y arriver? Je vais rebondir sur ce terme de nouvelle façon. Pour moi, c'est une ancienne façon qui marchait très bien. En fait, chez les peuples primitifs, cette communication dite télépathique et intuitive, elle existe depuis la nuit des temps. Et pour moi, elle est primordiale et nécessaire parce qu'elle permet de trouver la connaissance tout de suite, de se mettre en lien avec le subtil, le monde visible, le monde invisible. Donc ça va bien au-delà de cette communication avec les animaux. Ça va aussi avec les végétaux, avec les lieux, avec les élémentaux, si on y croit, bien entendu. Mais ça nous donne finalement accès à un champ de connaissances très vaste. Et par là même, si on se met en lien avec, avec le monde du vivant en général, eh bien, on en fait partie de ce vivant. Et ça nous permet d'être encore plus conscients de notre fonctionnement, de qui nous sommes, et nous rapprocher de notre essence. Et pour moi, ça vient, cette communication, étayer finalement notre alignement à notre âme. Hein. Ça nous permet de mieux comprendre qui nous sommes et où nous devons en fait aller, notre mission finalement. Voilà. D'accord. Et puis à revenir tout simplement à un processus complètement naturel. Tout le monde peut le faire. Oui. Alors, on a tendance aussi souvent, de notre point de vue humain auto-centré, à nous tourner vers un interprète animalier si notre animal est malade ou s'il a un problème de comportement. En fait, tu expliques que demander à l'animal de changer quelque chose à son comportement sans en comprendre la cause n'est pas concevable, surtout si cela va à l'encontre de ses besoins primaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça ou nous parler d'un cas concret que tu as vécu? Oui, alors maintenant, fort heureusement, les gens commencent à me connaître et savent un petit peu comment je fonctionne et sur quel plan je me situe en termes de communication et je n'ai plus ce genre de questions. Mais au départ, j'avais des gens qui me disaient: «Bah, voilà, mon chien aboie, je veux qu'il arrête», ou «Mon chien, tue des poules, je veux qu'il arrête». Mais ça c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un cas concret, oui. Alors j'évoque un cas justement dans mon livre d'un animal, un chien, qui tuait tout ce qui bouge et qui avait un comportement assez perturbant pour sa maîtresse. En fait, ce qu'il évoquait, c'est qu'il disait que chez sa maîtresse, il y avait des émotions qui n'étaient pas du tout exprimées, mais depuis l'enfance, et qu'il y avait une grande violence à l'intérieur d'elle qu'elle réfrénait, qu'elle ne souhaitait pas visiter. Et au fond, il disait, mais moi, eh bien, j'exprime cette violence à sa place. Je l'exprime à sa place. Et il a pu mettre à jour, en fait, une réelle problématique de non-reconnaissance dans la fratrie, et effectivement générant beaucoup de sentiments d'injustice et beaucoup une grande une blessure de non-reconnaissance qui générait de la violence chez sa gardienne. À partir du moment où ça a été exprimé, eh bien, le chien a arrêté de tuer. Mais parfois, cela peut être un processus effectivement primaire, c'est-à-dire que cela peut répondre à un besoin primaire chez l'animal qui va se retrouver comme prédateur. Et je dis, et là je le sais tout de suite, et là je dis à la personne, moi je ne peux pas intervenir. Je peux vous indiquer la cause qui génère en fait cette violence, mais si elle est juste pour l'animal, je ne suis pas en droit, et ce n'est pas une prise de pouvoir, je n'ai pas le droit de dire à votre animal d'arrêter. Voilà. Alors tu expliques aussi dans ton livre, il ne faut pas croire que nous sommes là pour nos animaux, bien souvent c'est le contraire. L'animal domestique s'occupe de l'humain, qu'il guide et soutient toute sa vie. Ces êtres vivants qui partagent nos journées, voire nos nuits, œuvrent pour nous en quête de notre évolution.
C'est vrai que pour quelqu'un qui a pas forcément l'habitude, ça fait bizarre parce que c'est vrai que de notre point de vue humain autocentré, on pense que c'est nous qui décidons d'amener cet animal-là dans notre vie. Hmm. Oui, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Alors, je ne peux pas poser des vérités parce que je vais vous raconter que ce que j'ai pu expérimenter, hein. Mais je remarque que lorsque l'on rencontre un animal, il n'arrive pas par hasard dans notre vie, et que ce soit pour lui ou que ce soit pour nous, sa présence est souvent très juste. Et alors l'animal a quand même sa propre histoire, et l'humain a son histoire, et des fois les histoires se mêlent, se croisent, font écho, font miroir. Alors l'humain peut également venir auprès de l'animal pour réparer une blessure qui appartient à l'animal, mais souvent l'animal va montrer vraiment cette blessure à l'humain qui va lui permettre à l'humain d'aller plus en profondeur, d'aller visiter cette blessure et d'aller donc la guérir. Voilà. Ensuite, il y a différents niveaux de conscience aussi, hein, que ce soit chez l'humain ou chez l'animal. Et puis selon les espèces, c'est encore très différent. C'est-à-dire que le chien, j'ai remarqué qu'il se contentait, dans la plupart des foyers, à ramener son gardien dans l'instant présent, et à lui apporter un amour inconditionnel, sans jugement, quoi qu'il se passe, quoi que le gardien dise ou fasse. Le chat, par exemple, va intervenir d'une manière un petit peu différente, c'est plus subtil. Le chat est plus en capacité de transmuter des émotions négatives, des maladies également. Le chat va aussi travailler sur les lieux. Donc le chat va agir différemment que le chien. Ensuite, je remarque que le cheval, par exemple, amène et pousse son gardien vers une évolution spirituelle ou une prise de conscience plus spirituelle. Donc, en fonction des espèces, cela diffère aussi. Voilà. D'accord. Mais il y a une véritable... oui, il y a du soutien, il y a de l'amour, surtout, c'est surtout de l'amour. Et puis, une guidance si le gardien est en capacité aussi d'entendre, de percevoir. Alors, tu parles aussi dans ton livre de relations miroirs et qu'à un certain moment donné de la connexion, parfois on ne sait plus qui est qui. L'animal va te parler de certaines, peut-être une blessure qu'il a, mais que son gardien a aussi, et que les deux sont venus guérir mutuellement. Dans le chapitre La maladie qui guérit l'âme, tu nous dis... alors que la majorité des humains auraient tendance à se sentir victimes avec un sentiment profond d'injustice, l'animal considère cette expérience comme utile et nécessaire à notre progression et évolution spirituelle. Il est extraordinaire de voir la bonté, la générosité de l'animal quand il vit et transcende à notre insu nos maux et nos chaos intérieurs. Extraordinaire de voir à quel point l'humain et l'animal sont intimement imbriqués, liés. Donc souvent la maladie chez l'animal est aussi en résonance avec ce que vit le gardien. Et en fait, tu expliques aussi que c'est comme s'il y a certains animaux qui somatisent dans leur corps certains maux de leur gardien. Tu parles par exemple aussi d'une chatte qui a du mal à respirer, qui a des problèmes de toux. Et en fait, tu expliques que en fait, elle exprime par là le non exprimé. Elle te dit « Je soulage ma gardienne de ses maux cachés. J'extériorise à sa place. » Les animaux peuvent en effet extérioriser à la place de l'humain des choses. L'humain, souvent, quand je consulte l'animal, quand je communique avec l'animal, je sens, ça va être au niveau du chakra de la gorge, je sens qu'il y a quelque chose de bloqué. Et souvent, donc on me consulte parce que l'animal se démange énormément, hein, il y a des problèmes de démangeaison. Et en fait, il m'exprime, cet animal, que là, chez son gardien, tout est bloqué. Il y a des non-dits, il y a vraiment du non-exprimé, et une grande difficulté, même souvent je sens, hein, au niveau du plexus, le plexus qui est très lourd et qui est complètement bloqué. Et donc, eh bien, l'animal va soit exprimer ce que l'humain ne peut pas dire,
il va l'exprimer haut et fort. Alors de différentes façons. Il peut se gratter parce que ça va générer chez lui une grande frustration et c'est ce qu'il exprime, c'est la frustration de son gardien. S'il exprime de la colère et si la colère appartient à son gardien, eh bien là, on va avoir un chien agressif, par exemple. Si le gardien est dépressif, on peut avoir un chien ou un animal complètement dépressif qui va refuser de s'alimenter. Ah, d'accord. Donc il va aussi montrer en miroir à son gardien. Moi j'ai vu une chatte se laisser mourir de faim pour montrer à son gardien l'issue de son fonctionnement, c'est-à-dire continue à ne pas manger, à ne pas te respecter, à ne pas prendre soin de ton corps et regarde ce qu'il t'arrivera. Et donc l'animal peut aller jusqu'à la mort si le gardien ne réagit pas. Alors justement, la partie 4 de ton livre est dédiée justement à la mort. Tu expliques que nos humains disparus ou même nos animaux disparus sont toujours là auprès de nous, même si on ne peut pas forcément les voir, et que les êtres désincarnés restent accessibles justement même après leur mort, et souvent le lien même avec les gardiens persiste dans l'énergie, et tu nous invites dans ce chapitre vraiment à considérer la mort comme une continuité et pas comme une fin. Qu'est-ce que ça change pour toi dans ton approche de la vie d'avoir cette conscience-là? Alors déjà, je ne suis plus effondrée pendant des semaines et des mois suite au décès de mes animaux. Cette semaine, par exemple, j'ai perdu une petite chatte que j'aimais éperdument. Mais en fait, ce que j'aimais avant tout, c'était l'illusion de ce petit corps. Et pour autant, je suis restée en lien avec son énergie. Et je peux dire même que son énergie m'habite dans le fond du cœur et même dans mes cellules, et je ressens encore sa présence, mais d'une manière totalement différente, évidemment. Donc la petite boule de poil, elle me manque, ça c'est sûr, mais je sais que je peux rester encore en lien, je la sens, je peux communiquer avec elle, je sais qu'elle est toujours là. En même temps, j'accepte aussi et je comprends, là je vais prendre un exemple concret, cette petite chatte, j'ai compris aussi que pour son évolution personnelle, il s'avère que c'était sa dernière vie sur Terre et qu'elle lui restait quelques mois à vivre et que c'était avec moi qu'elle avait décidé de finir finalement son plan d'évolution. Lorsqu'en fait on sait tout ça, lorsqu'on sait comment fonctionne le plan d'âme, le plan d'incarnation, la mort et après, au-delà de la mort, eh bien on est plus dans l'acceptation. Et on y trouve une véritable paix et on se sent beaucoup plus serein, beaucoup plus rapidement. C'est aussi ce que j'ai voulu expliquer à travers de multiples témoignages et je crois que j'y arrive. J'ai des retours de personnes qui sont vraiment très apaisées depuis la lecture de ce livre suite à la mort de leurs animaux. Merci, merci de nous témoigner justement cette expérience-là que tu as vécue il y a peu. Alors tu dis aussi que tu ne comprends pas pourquoi à l'école on n'apprend pas aux enfants à rester en lien justement avec cette capacité-là naturelle de se connecter au monde subtil et de cette capacité en fait qu'on a tous à la naissance. Et voilà, tu dis pourquoi mentir aux enfants et les préserver de la vérité en les éloignant de ce qui est. Qu'est-ce que tu as envie de dire justement à ceux qui, comme toi, peut-être jadis, ont douté de leur capacité et qui se sont sentis parfois rabaissés ou écrasés ou doutés par le jugement des autres par rapport à certaines perceptions qu'ils pouvaient avoir? Oui, alors là, il y a un petit peu donc deux choses, hein. Alors effectivement, je trouve que c'est vraiment très très dommage de ne pas entretenir chez les enfants ce qui est naturel. Et mon rêve, ce serait vraiment qu'au niveau des écoles, on puisse maintenir ces capacités intuitives, télépathiques qui existent véritablement chez l'enfant.
Et pour cela, ben, il faudrait remettre les parents et les enseignants peut-être à l'école de la vie et les faire revenir peut-être sous hypnose à leur petite enfance pour s'apercevoir que oui, bien sûr, les élémentaux existent, les fées, ça existe, bien sûr. Et on peut parler aux animaux. Donc, pour tous ceux qui vont se reconnaître, alors pour tous ceux qui sont aussi hypersensibles, qui sentent des choses et à qui on leur fait croire finalement qu'ils sont différents ou qu'ils n'ont pas leur place dans ce monde, je dirais, mais si, assumez véritablement assumez votre place parce que votre place est juste. Et ce qui n'est pas juste, c'est toutes ces personnes qui sont complètement coupées de leur sensibilité, de leur cœur, où en fait au niveau du cœur il ne se passe rien, et où tout est tout le temps rationalisé. Il y a beaucoup de contrôle en fait chez l'humain, beaucoup de contrôle parce que beaucoup de peur, donc beaucoup de mental. Tout se situe un petit peu au-dessus, et tous ces êtres un petit peu différents, hypersensibles, qui sortent du moule, j'ai envie de leur dire, mais en fait le vrai moule, c'est ça, c'est exprimer sa sensibilité et ouvrir les portes de son cœur et de cette sensibilité pour pouvoir acquérir, enfin vous plonger dans ce champ de connaissances universelles, dont en fait, qui est régi par l'amour. Donc ouvrez votre cœur et faites votre place, à rayonner et assumez votre place. Voilà, sans craindre d'être différent. Les êtres différents, c'est ceux qui sont dans le mental. C'est pas pareil. Il y en a beaucoup encore, mais on y arrivera. Mon petit doigt me dit que tu nous prépares encore une suite à ce premier livre. Est-ce que tu peux commencer à nous en parler? J'ai vraiment hâte de savoir de quoi tu vas parler. Je vais parler de tout ce dont je n'ai pas osé parler dans le premier. Ah. Donc, tous les animaux qui n'en sont pas, tous ces êtres de lumière qui sont cachés là sous ces enveloppes matérielles de l'animal. Eh bien, nous allons dans ce second ouvrage aller plus profondément en fait dans ces communications. Effectivement, tout ce que je n'ai pas osé dire pour ne pas faire fuir le lecteur, eh bien, cette fois-ci, je m'autorise, mais grâce à Mama Édition, qui sont donc très ouverts et qui ont vraiment à cœur de laisser cette liberté à leurs auteurs. Donc, je les salue au passage. Je les remercie de me donner cette possibilité d'aller plus loin. Voilà. Oui, c'est magnifique. Merci à eux. Et j'aime beaucoup parce que tu dis « nous allons » dans ce deuxième tome. Oui. Et donc, en fait, c'est pas seulement toi qui écris. Non, pas du tout. En fait, moi, je m'efforce au quotidien de clarifier mon canal et de le laisser le plus propre possible de manière à recevoir des informations les plus justes possibles. Mais moi, je ne fais rien. Je suis simplement au service d'eux. Voilà. C'est pour ça que je dis « nous », parce que je m'inclus comme un artisan de lumière au milieu de plein d'autres. C'est tout. Merci beaucoup d'avoir écrit ce livre qui est un livre vraiment très 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 précieux pour surtout dans cette période où beaucoup de personnes sont en quête de sens. Je pense que c'est un cadeau magnifique à se faire et à faire aux autres parce qu'on y trouve énormément de clés à chacun pour sa vie. Je pense que chaque personne qui le lira arrivera à trouver vraiment des choses qui vont résonner pour elle au moment où elle le lit. Et merci pour cet hommage magnifique que tu rends à la vie, à la nature, aux animaux et à tous les habitants de la Terre. Merci, merci Flore.